Et bonsoir, bonsoir. Comment que ça va tout le monde? Comment que ça va? Du coup, bonsoir Adishka, bonsoir Blau, bonsoir tout le monde. Euh... Et ben voilà, j'ai changé de musique. Et oui, et ma calvitie est encore plus voyante que d'habitude. Voilà, c'est bon, j'ai masqué. Euh... Oui, c'est ce que je disais dans le chat. On aime faire des modifications de musique à l'improviste de temps en temps. Je vous fais des petites surprises musicales. Voilà, comme ça, en rapport avec les lives. Et, euh, et du coup, ce sera le cas pour les lives spéciaux, par exemple pour ceux sur Fantasyland. Je mettrai une belle musique bien épique comme il faut et tout. C'était sad. Ta calvitie, ta musique. Ouais, j'essaie. Malheureusement, les deux. Euh, Mais vous n'êtes pas prêts, hein. Vous avez vu dans le titre du truc, c'est Pleurons tous ensemble, hein. Vous allez voir. Ce soir, on va parler de la poésie. Et ça va être trop bien. C'est trop bien de pleurer. Vous allez voir. Du coup, ce soir, le lieu, c'est la Russie. Non, je rigole. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette blague. Un peu, si, parce que Aragon, dont on va parler ce soir, était poète. Et poète-poète. Et il était communiste et il a fait des voyages en Russie. Voilà. Mais sinon, on en parlera pas plus que ça de la Russie, hein. Je vais peut-être partir alors. Je suis un peu trop bon mood depuis hier soir. Bon mood? Comment ça, bon mood? Qu'est-ce qui se passe? Vodka! Alors ouais, mais non, parce que vodka, c'est à partir de pommes de terre. Bon, ok, il y a pommes dedans, je valide. Très bien. Hmm. Mais oui, qu'est-ce qui se passe, Blau? Qu'est-ce qu'il y a de trop bien? Elle est heureuse. D'accord. Avec modération, bien sûr. Eh bien, écoute, en vrai, euh, les poèmes dont on va parler ce soir, il va y avoir un peu de débat sur ce que c'est que la poésie, etc. Nanani, nanana. Après, c'est des poèmes, tu verras, c'est plutôt factuel. Enfin, c'est. Attends, je lis ton commentaire et je t'explique parce que j'ai fait de la capo. Et oui, ça me suffit. Ah bah écoute, c'est parfait. En fait, c'est pas des poèmes ultra tristes, en fait, c'est des poèmes qui, pardon, racontent une vie. Donc en soi, ils pèsent parce qu'ils ont le poids d'une vie. Mais en soi, ils sont pas tristes, c'est juste un bilan, quoi. Capoeira. En fait, Blau fait de la capoeira et du coup, elle en a fait hier soir. Voilà. Donc ouais, on va parler de tout ça. Et puis, je vais essayer de ne pas vous influencer dans mon mood actuel, qui est actuellement ultra stressé. Voilà. Donc voilà. Donc si vous voyez que je me perds, ou que j'ai le regard qui divague, c'est parce que j'ai passé la journée à ne pas forcément pouvoir travailler et du coup à, euh, à essayer d'écrire des poèmes justement puisque c'est le principe de ce soir. Bon, voilà. Ah cool, oui j'imagine les endorphines là. Mhm, mhm. Or donc, vous n'êtes pas sans savoir que ce mois-ci, le mois de mars, chaque année c'est le printemps des poètes. Et donc, chaque année, on a un thème, etc. Euh, ouais, on a un thème. L'année dernière, c'était le désir. Et cette année, c'est l'éphémère. Donc, grosso modo, c'est des thèmes qu'on peut tirer un peu dans tous les sens, hein, et c'est relativement cool. Enfin, vous voyez, c'est un peu comme la philosophie. On peut dire tout et n'importe quoi à base de tout et n'importe quoi. Et donc, à ce sujet, j'ai partagé un poème sur mes réseaux sociaux qui parle de l'éphémérité du temps, en principe.
Euh, et c'est justement ce dont on va parler ce soir. Puisque je vais vous parler de mon poète préféré, Louis Aragon, et de ce bouquin que j'ai lu de lui. De toute façon, j'arrête pas de vous en parler depuis plusieurs lives, mais le roman Inachevé, et en fait, qui est tout simplement son autobiographie sous forme de poème. Voilà, voilà. Et donc, évidemment, il y a un rapport particulier au temps, à la temporalité, au mélange entre les petits événements, les grands événements, le fait de raconter ses souvenirs dans le moment présent. Donc, j'ai relu mes cours de prépa, hein, c'est pour ça. Du coup, il y a une proximité en fait entre le temps passé et le temps présent, dans le sens où, bah, en fait, le temps passé n'est pas si loin puisqu'on s'en souvient et on le met sur papier à ce moment-là. On peut dire tout et n'importe quoi à partir de tout et n'importe quoi. Vous avez 4 heures, calculatrice interdite. Attends, je vais le faire un peu plus genre. Vous avez 4 heures. Ouais. Non, pas la calculatrice. Oui, ne ressort pas. Genre, mon cauchemar cette nuit, c'était qu'il y avait une calculatrice qui essayait de me piquer avec une fourchette, mais qui essayait de me voler toutes mes pommes aussi. Ça aussi, c'était terrible. C'était terrible. Or donc, en relisant mes cours de prépa d'ailleurs sur Aragon et le roman inachevé, j'ai capté que c'était quand même énormément de blabla, hein. Franchement, la prépa, c'est genre. Ou alors, on va dire un truc très très simple, mais avec des mots très très compliqués. Ouais, c'est c'est vraiment n'importe quoi. Attendez, parce que du coup, j'ai ressorti mon cours. Vous allez voir, vous allez rien comprendre. Alors, je vais vous expliquer, vous allez faire, bah oui, en fait, c'est évident. Merci. Vous allez être, mais, mais, mais sans blague. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Hmm, gna gna gna. Bon, ça, c'est un argument. Voilà. Un moment dans un poème, il dit l'amour qui n'est pas un mot. Et donc, cette phrase vide l'exercice stérile du jeu verbal. Maintenant vient une réalité solide. Le mot est rejeté du côté de l'illusoire, du conceptuel, de l'inauthentique. Le mot n'est pas l'amour. Et là, t'es en mode, ouais, d'accord. Enfin, oui, c'est ça. Mais après, il le développe avec des mots en grec et tout. Enfin, j'entends en mode, oui, oui, oui. Regardez, regardez, j'en ai un autre. Alors, la citation. La guerre, c'est la guerre, allez qu'on la nomme ou non de ce nom. Et donc là, à l'inverse, en fait, il s'agit de rétablir le sens correct du mot. Donc la poésie est considérée comme une tension pour révéler une vérité oblitérée par la manipulation du langage par le pouvoir. C'est- c'est- eh, on dirait du Baudelaire, hein. Il y a plein de mots un peu compliqués et tu comprends rien. Voilà. Non mais je ne comprenais déjà rien au cours de philo et de lettres avant le bac, je ne risque pas de comprendre au niveau hippocagne. Ouais non c'est ça, hippocagne et cagne, ouais. Là c'était niveau cagne, mais franchement pour. Là ça va, les mots ils sont pas trop compliqués, mais genre ils nous incitaient à utiliser des concepts chelous et tout, avec des mots grecs. Parce que ça fait stylé. Ah oui, ça c'était marrant ça. Le recours à la prose est déjà un aveu, un individu plein de détresse, l'abandon de la musique du vers au profit du cri de la prose. Cela met en place une rhétorique de l'aveu. La prose est une forme d'aveu de désarroi. Alors qu'on sait qu'Aragon est peu enclin à revenir sur ce qu'il a dit autrefois, ce qui est ambigu, l'aveu ne peut donc passer que par la forme et non par les mots. Ce n'est pas une confession complète. C'est dire sans dire, c'est se protéger, c'est le roman inachevé. Vous avez compris quelque chose? Eh ben pas moi. Voilà. Non mais c'est n'importe quoi ce truc. Bref, mais cela dit, il y avait quand même des notes utiles puisque j'avais quand même sa biographie. Et donc avant qu'on parle, qu'on fasse un peu de lecture, eh ben je vais vous raconter un peu sa life quand même parce que c'est ultra intéressant, vous allez voir.
Tu as compris? Oui, non, mais en vrai, si tu veux, genre, en vrai, c'est pas si compliqué, quoi, mais ils le disent avec des mots, genre, en mode, d'accord, mais tu peux le dire plus simplement. Encore là, ça va, c'était pas trop hardcore, façon de le dire, je trouve, personnellement. Or donc, parlons un peu de sa bibliographie, sa biographie. Alors, disons que je préfère ce genre de truc littéraire avec des mots compliqués mais corrects plutôt que son équivalent scientifique, les machins ésotériques foireux avec plein de termes techniques mal utilisés. Oui, effectivement, je ne sais pas, j'ai pas fait de scientifique, mais après, si tu veux, genre, il y a la version, il y a la même version en lettres aussi, hein. En gros, la forme joue selon ce que tu viens de dire, et bah l'auteur ne dit pas tout. Oui, ou tout simplement, moi je l'interprète comme ça, il avait pas envie de te casser les couilles en fait. Pour la faire simple, enfin, non, ok, il écrit bien, il sait écrire en vers, etc. Mais le fait d'écrire en prose, c'est qu'il abandonne la structure du vers euh, pour, euh, pour donner plus de liberté parce que c'est trop, tu vois, il en a rien à foutre là, faut que ça sorte comme ça et pas de travail a posteriori. Je sais rien, je dis ça comme ça, hein, mais disons que pour moi la forme versifiée était trop très contraignante et que donc voilà. Hmm. Puisque dans la forme du vers, c'est bien connu, il y a du mystère, il y a du euh, la poésie, c'est aussi du mystère. D'ailleurs, c'est ce dont on va parler ce soir aussi, de qu'est-ce que la poésie, chers amis. D'ailleurs, je vous encourage déjà à me dire, bah, pour vous, qu'est-ce que c'est la poésie? Puisque bah, déjà, la forme versifiée, bah, du coup, non, puisqu'il y a aussi de la poésie en prose. Voilà. Qu'est-ce que la poésie? Hmm. Alors, je vais vous faire un peu en attendant la petite biographie de notre petit ami Louis Aragon. Alors, juste le petit commentaire. Et là, si on suranalyse, ce symbolisme de l'abandon de la forme reflète un vécu de l'abandon beaucoup plus personnel. Attention, psychologie en avant. Belle utilisation de la chèvre. Euh... Mais tu crois bien. Non. Ah. Oh, merci pour le coup de glouglou, Ekdarken. D'ailleurs, j'ai même pas pensé à remplir mon truc. Ma tasse. Ce soir. Tristesse. Et d'ailleurs, bah, du coup, salut, parce que je savais pas que t'étais là. Ouais, scandale, je sais. Me le dites pas. Me le dites pas. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, il y a un petit défi au niveau des pommes. Voilà. En gros, c'est un poème au cas où. Voilà. Je fais ce que je peux pour pas tremper le petit bout de mousse dedans. Eh. Or donc, oui, donc je disais, au niveau de la psychologie, tu verras que tu n'es pas si loin que ça. Après, cela étant, moi j'ai toujours détesté les gens qui faisaient de la psychologie sur des personnes mortes. Ça m'a toujours. Eh, bref. Bref. Alors, même de la psychologie sur les personnages historiques, j'ai toujours beaucoup de mal. Alors, donc, justement, Louis Aragon, né en 1897 d'une liaison adultère avec le commissaire de police. Mhm. Et qui donc ne sera jamais reconnu comme tel, cette relation de parenté. Donc sa mère, c'est trop compliqué déjà la life. Euh, Sa mère se fait passer pour sa sœur et sa grand-mère se fait passer pour sa mère. Ok? Voilà. Ce qui donnera le thème du mensonge tressé à la vie, la figure du double, blablabla. En gros, du coup, tout ça, pendant 20 ans, et lorsqu'il part à la guerre en 1917, cette vérité lui est révélée. Donc après, lui, il est engagé en tant que médecin auxiliaire sur le front. Il est d'ailleurs brillant, mais du coup, on lui offre une carrière, mais finalement, il dit non. Moi, je veux une carrière littéraire.
Voilà, donc il crée une revue déjà dès 1919 avec André Breton, la tête de file du futur mouvement surréaliste, puisqu'il était très lié aux surréalistes, hein. Donc Louis, c'était le nom de son père, qui avait un goût pour l'Espagne, et donc Aragon le reprend. Euh, voilà, et donc il a été très lié, bien sûr, au dadaïsme et au surréalisme. Donc au début, il est en mode surréaliste. Après, le surréalisme, ça devient un peu trop extrême en mode littéraire, un peu trop, tu vois. Surtout avec le concept de l'écriture automatique. Pour faire simple, l'écriture automatique, c'est vous écrivez vos pensées, euh, des mots, tout, 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 pour faire très simple, hein, et ça donne un texte, voilà. Bon bref, et donc lui, en fait, à partir de 1926, il adhère au Parti communiste, ce qui n'est pas franchement en accord avec le surréalisme. Voilà. Donc là, je vais vous lire parce que c'est un peu complexe. Euh, Voilà, donc Aragon se rend en URSS alors excusez-moi pour la prononciation, mais Kharkov, et essaie de se faire bien voir, mais se retrouve amené à renoncer sur certains points du surréalisme. Et lorsqu'il revient, il promeut dans un poème un texte qui soutient une littérature engagée presque dans le terrorisme. Donc c'est un peu hardcore quand même, hein. Au début, il était, enfin en fait comme il est, je vais pas dire comme il était jeune, mais ça a à voir avec ça. Il était très très idéaliste et aussi très engagé et volontaire. Hello Potagoda. Salut, c'est cool de te voir. Du coup, on parle de Louis Aragon, le terroriste. Bah, j'aurais pas dû dire ça. Non, d'accord, mais il avait apparemment, lorsqu'il était au Parti communiste, des tendances assez extrêmes. Euh, et donc, bref. Donc, Breton, j'avais vu tes stories, t'inquiète. Ah, ah, d'accord, ok. Bon. Alors, du coup, Breton se place dans ce texte et contre le Parti communiste français. Voilà. Donc en gros, si vous voulez, il y a une scission entre Breton qui reste dans le surréalisme et qui se prononce contre le Parti communiste, et Aragon qui est en mode j'étais dans le Parti surréaliste, mais maintenant j'ai mes idéaux politiques, j'aime une poésie engagée, go côté Parti communiste. Voilà. Et donc en 1935, par exemple, il rédige un recueil qui s'appelle Pour un réalisme socialiste. Donc bon, vous voyez que ça va quand même loin, hein. Euh, Voilà, et donc en fait, pour participer à ce recueil, les auteurs euh, doivent écrire des héros positifs portés par l'histoire, qui montraient des valeurs socialistes, communistes et des récits qui doivent partir du monde réel. En gros, je sais pas moi, vous écrivez sur Karl Marx, quoi, ou vous écrivez sur Jan Hus, ou sur je sais pas trop quel personnage historique que vous vendez comme socialo. Genre, voilà, Jeanne d'Arc, elle était du côté du peuple. Voilà. Donc Aragon, du coup, qui est écrivain, à ce moment-là, au moment où il y a ça, il n'est pas très chaud non plus quand même, hein. Il a quelques réticences. Donc il prend un peu de distance avec le Parti communiste à ce moment-là, mais il reste quand même, disons, communiste dans l'âme, dans le sens où en fait pour lui il y a une différence entre l'idéalisme communisme et les faits. Enfin, je sais pas comment le dire, on le verra après de toute façon. Je ne suis pas expert en russe, mais si ça ressemble à la phonétique tchèque, que je connais, il me semble que KH se lit comme ch et on roule les R, donc ça donne approximativement. Oh purée. Charkov. 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 Ah. Bon, mes notes étaient de toute façon un peu plouf, tu vois. Donc bref, en tout cas, il est journalisme, il est journaliste, il s'engage contre le fascisme en tant que bon communiste. Euh, voilà, il est le leader intellectuel de la résistance
euh, de la résistance française dans le sud de la France. Euh, voilà, qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Voilà, c'est ça, il est chargé de la résistance intellectuelle dans le sud de la France. Voilà, du coup après il est auréolé par après la victoire du coup de la Seconde Guerre mondiale, nanani nanana. Ah oui, il y a quand même des trucs bizarres, hein, parce que si vous voulez, avant en fait la révélation des crimes staliniens, donc en 1956, euh, bon et avant 1950 on va dire, euh, il est quand même bien staliniste, hein, c'est-à-dire qu'il s'émerveille de la chasse à l'homme face aux tsaristes, il approuve les jugements de 1936-1937, il applaudit les kolkhozes, enfin si vous voulez genre, bon, après il n'était pas sur place quoi. Et en fait c'est ça le truc, c'est que lorsqu'il découvre les crimes staliniens en 1956, euh, eh ben, il est ultra choqué comme la plupart des gens qui découvrent ça et qui ne savaient pas en fait. Donc CH égale ah, d'accord, pas dans Schicht, un truc comme ça, d'accord. Du coup, ça fait effectivement, j'arrive pas à le dire, Kharkov, un truc comme ça. Ok. Euh... gna 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 gna, gna gna gna. Voilà, alors le truc qu'il faut savoir, c'est que donc le livre dont je vais vous parler ce soir, avec le recueil, le roman inachevé, euh, comment dire, il a été aussi publié en 1956. Donc pour des rappels chronologiques, Staline meurt en 1953. Les crimes staliniens avec le rapport Khrouchtchev sont connus en juin 1956 et le recueil d'Aragon est publié en 1956. Donc, et juste un peu avant, si vous voulez, ou un peu après la révélation des crimes staliniens. Donc, il ne pouvait pas être au courant des crimes staliniens au moment de la publication. C'est-à-dire qu'il a déjà pris sa distance avant. C'est ce qu'on voit en fait dans le recueil. Il dit que en fait, en gros, personne ne peut le juger. Enfin, personne n'a le droit de le juger dans le sens où il était. Enfin, vous jugez a posteriori. Nous, on était une génération qui croyait qu'il y avait des idéaux, on ne savait pas, et, euh, et ça se respecte, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ça, en gros, l'idée. Euh, Voilà. Après, voilà, plus on avance, plus il prend de la distance. Par exemple, en 53, lorsque Staline meurt, il a un peu de peine, hein, il déclare sa peine, mais il dénonce pourtant le culte de la personnalité. Donc, il prend lentement, lentement ses petites distances. Et après, du coup, la guerre de 45, qui soutient la décolonisation et l'indépendance de l'Indochine, par exemple. Staline a eu l'outrecuidance de mourir le même jour que Prokofiev, éclipsant ainsi ce dernier. Grrr. Ouh. Ah, ah ouais, non, là, c'est inadmissible, ce genre de comportement. Franchement, c'est inadmissible, ce genre de comportement. On devrait décaler le jour de sa mort dans le calendrier. Bref, voilà, hein. Et en fait, le truc, c'est, ah oui, après 1956, même à partir de 1956, en fait, dans le paysage littéraire global français, Aragon est considéré comme un vieux. Un vieux qui représente l'ancienne littérature. C'est-à-dire que suite à la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de renouveau dans la littérature. Et donc c'est les débuts de l'absurde, les débuts du nouveau roman. Il y a plein de poètes qui prônent une langue plus épurée, qui rejettent l'idéalisme, le romantisme, l'exaltation, donc avec plein d'autres poètes, genre Michaud, Ponge, etc., etc. Euh, et puis il y a Brecht aussi qui commence à se faire connaître, etc. Et donc on voit Aragon comme, en gros, un mec qui utilise encore des vers, quoi. Un gros bolus. Pour la faire courte. Voilà, qui fait encore de la métrique, qui s'amuse à faire ce genre de choses, etc. Voilà pour la présentation globale. Et moi, j'aime bien.
Dans le sens où c'est quelqu'un qui avait foi, en fait. Enfin, quelqu'un qui avait des idéaux et qui savait les défendre. Et c'est quelque chose que j'approuve beaucoup. Surtout que, en fait, il s'est rendu compte que Staline, c'était quand même un peu pas cool. Voilà. Donc, euh, donc c'est beau. Moi, je trouve que c'est beau. Bon, maintenant, en fait, je me suis servi tout à l'heure, mais en fait, du coup, merci Edgar Kun. En fait, j'ai complètement zappé. Enfin, genre, je me suis servi, mais j'ai pas bu. Voilà, je fais maintenant. Désolé, désolé. Ça mériterait presque un cul sec. Oula. Attends, je vais tousser là. Pardon. Et à l'époque, la mort de Staline. Ah non, tu veux me perdre? Non! Très bien. Tu veux la jouer comme ça? On va la jouer comme ça. Tu vas dépenser. Vous êtes. D'accord, cul sec, très bien. Juste, je lis le commentaire. Et à l'époque, la mort de Staline était tellement importante qu'ils ont mis environ 2 semaines à annoncer celle de Prokofiev. Une honte. Une honte. Bon, cul sec, très bien. Voilà. Voilà, c'est bon? Vous êtes content? C'est vide. Je pense que. Merci, monseigneur, oui. Merci. Attendez, je vais retousser. Ouais, parce que je suis toujours pas remis tout à fait de l'autre patate de la semaine dernière. Enfin bref, revenons à nos moutons. Donc nous allons discuter un peu de la poésie. Mais d'abord, puisque c'était un peu lourd, hein, tout ça quand même, nous allons lire un poème. Et après on reprendra la discussion. Et après je vous lirai mon poème préféré d'Aragon. Avec la petite musique d'intro là, ça va être chouette, vous allez voir. Et vous allez, enfin, j'espère que je vais réussir à vous faire aimer la beauté de ce texte. La première fois que je l'ai lu, prenez-moi pour ce que vous voulez, mais j'ai eu les larmes aux yeux. Voilà, là, je pose ça là. Bon alors, du coup, quel poème je vais vous lire? Hum, J'aimerais bien vous lire un poème, euh, un poème à moi, mais il faudrait que vous me disiez un chiffre entre un et 4. Dites-moi un chiffre entre un et 4, parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai terminé 2 recueils. Oh, salut Pali. 4. Bon, c'est celui que je voulais le moins. D'accord, 4. Alors, je vais sortir le truc. Nip. En gros, 4, 3. Ah, merci. Je vais aller sur le 3, 2, 1. Ouais, c'est ça. Et la bombe explose. Oh non, choisis alors. En fait, si vous voulez, donc j'ai publié 2 recueils qui sont là. Ips. Les Instants d'Infini, c'était mon premier recueil en 2017. Ensuite, et là, vous mettez un là, 4, 3, 2, 1, et puis là, vous mettrez un gros brrr avec les chèvres. Ça, c'est le deuxième de 2019, de Petits mots pour un grand sens. Et ensuite, il y a eu Le fantôme survivant, et Pali. Ensuite, donc Le fantôme survivant, le roman, que j'ai publié en auto-édition, puis chez la maison d'édition Les Minims. Et il va y avoir mon troisième recueil qui est terminé depuis très longtemps, qui donc va probablement sortir cette année, enfin a priori. Mon troisième recueil qui va probablement sortir. Non, j'en peux plus là. Déjà, vous m'avez fait boire là comme ça. Donc il va sortir peut-être cette année, mon troisième recueil. Et j'en ai commencé un quatrième
Voilà. Mais je suis pas très satisfait de ce quatrième recueil. Personnellement, je suis pas très. Je... Il est pas fini, hein. Pour l'instant, j'ai 53 pages. D'habitude, si vous voulez, je fais environ une cinquantaine de pages, donc enfin, entre 50 et 60, donc ça fait une cinquantaine de poèmes par recueil. Donc en tout, là, je dois en avoir bah, au moins 150. Et le truc, c'est que celui-là, je suis pas très fan. Hmm. Ah si, 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 tiens, j'en ai un qui est bien. Alors, 4, 3, 2, 1, 0, 11, 7 T, 10 rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. Mais où s'arrêtera-t-il? Mais je ne m'arrêterai pas. Ah oui, parce que là, dans les projets d'écriture, il y en a plein. Mais bon. La poésie, j'avoue que c'est un peu le caca en ce moment. Enfin non, pas depuis genre quelques jours. Voilà, c'est un peu plus. Voilà, cet après-midi j'ai écrit une page, mais c'était un peu désordonné. Même si, en le relisant, j'aime bien ce que j'ai écrit. Bon alors bref. Là, je vais vous lire, donc Pali nous a donné le numéro 4, donc nous allons lire un recueil qui ne sera pas édité cette année, et peut-être un jour, quand je l'aurai fini. Ou alors peut-être que ce poème ira dans le recueil numéro 3, je sais pas. En tout cas, ça s'appelle Le naufrage du cavalier. C'est un poème très court que je vais peut-être, comment dire, rallonger ou modifier, je sais pas trop encore, parce que en fait je trouve qu'il est un peu court et j'aimerais rajouter des trucs, mais je sais pas quoi rajouter. Alors. Est-ce que vous voulez pas que je mette un peu de musique là, comme ça? Hop là, hop là. Alors, on va mettre ça. Euh, Musique du bureau, hop. Voilà, un petit peu de musique chill comme ça, c'est très bien. On va baisser un petit peu. Là, est-ce que c'est bien quand je parle avec la musique en fond là, c'est pas mal. Bah, faut pas que ce soit trop fort. Alors moi aussi j'ai un projet d'écriture, le rapport pour valider la partie recherche de mon stage. Ouais. J'ignore ce qui t'est arrivé ces derniers jours et ça ne me regarde pas, mais est-ce que ça peut te servir d'inspiration pour de futurs poèmes? Ouais, carrément, ouais. Oui, oui, bah, c'est quand ce genre de période, c'est très prolifique, heureusement et malheureusement. Est-ce que là ça va mieux la musique? C'est une musique très douce, très chill, avec petite guitare. Ainsi un peu. Là je viens de la monter, donc c'est peut-être bien là, comme ça. Bon, je suppose que ça veut dire que c'est bien. Ouais, bien, ok, parfait. Donc, déjà c'est le premier poème, donc je vous préviens que c'est pas forcément la meilleure lecture qui sera faite, par évidence, le temps que je me mette dans le mood. Ok? Pardon. Ah mince, j'ai fait une faute d'orthographe dans le titre. J'avais écrit la naufrage. Ah, c'est bien de relire les choses avec vous. Donc, le naufrage du cavalier. C'était par une marée de feuillages éblouissants. Je m'échouai au sol de la selle, tandis que gémissant bleu, la fumée en écumore des naseaux, le trident perça le poitrail, et 3 jets de fureur rouge s'étirèrent, comme une dernière éclaboussure, dans les flots qui déjà redevenaient calmes. Voilà, c'est un peu court. Voilà, c'est pour. C'est un début, je dirais. C'était court, hein. J'ai dû peut-être un peu laisser un peu de temps avant la fin. Mais c'est vrai que ça manque de chute, je pense. Même si sur le principe, logiquement, il y a cette figure. Moi j'imagine un grand cheval noir, vous voyez, avec un cavalier dessus. Et un gros coup de trident qui vient lui percer le poitrail avec du coup 3 gigantesques jets rouges. Et après, dans les flots qui déjà redevenaient calmes, genre en fait, c'était. En fait, évidemment, c'est court parce que cet instant est aussi très court, dans le sens où c'est vraiment genre un gros.
puis après les flots redeviennent calmes. J'adore mimer mes poèmes, hein, voilà. Mais bon, il est un peu... Voilà. C'est pour ça que le quatrième recueil, j'étais pas très chaud. Enfin, après, il y en a d'autres là, mais ils étaient un peu trop tristes pour être lus ce soir. Ouais, puis les autres, je suis pas très satisfait. Je suis pas satisfait. C'est quoi ça? Non, pas celui-là. Je vais arrêter sur chaque truc et je vais faire... Non, pas celui-là. Alors, la naufrage. On va dire que c'est un nouveau concept poético-philosophique, mais absolument. Parce que, franchement, c'est la mer, hein. La mer, l'océan. Ah, maintenant c'est l'océan, c'est un océan. La naufrage, mais oui, mais c'est le naufrage du cavalier. Ouais, non, j'arrive pas à conceptualiser le truc. Ah oui, c'est court, ouais, disait, du coup, c'est un peu court. Bon, très bien. Alors, dans ce cas, je vais en lire un autre du recueil 3 que je préfère. Désolé. Alors, mais où est-ce qu'il est? Il est là. Quel je vais vous lire, moi? C'est la question, parce que j'en ai plein. J'en ai plein que j'aime bien dans celui-là. Parce qu'on a dit 4, 3, 2, 1. Non, celui-là, il est vraiment triste. D'ailleurs, c'est ce que je vous dirais que dans mes recueils et dans mes poèmes, plus j'avance, plus ça devient... comme un vieil idéaliste au dos voûté qui erre sur les chemins de forêt. Voilà, en gros c'est l'idée. Genre avant j'étais un peu plus, je sais pas, idéaliste, foufou, et maintenant c'est un peu plus, putain la vie c'est nul. Oh, chouette une étoile. Voilà, c'est à peu près ça. Moi je veux bien du triste, mais on en aura tout à l'heure avec Aragon. Enfin, c'est pas triste, c'est juste la somme de toute une vue. Enfin, c'est un peu de la désillusion en fait sur le principe. C'est plutôt ça, oui. C'est plutôt comme ça que je me caractériserais comme... plus on avance, plus c'est de la désillusion. Bon alors, bon, c'est bon, je vais en choisir un, parce que sinon on n'en sortira jamais. Pas celui-là. Voilà, on va lire quelques passages de celui-là, ce sera très très bien. Donc en fait, le troisième recueil, donc là gros spoil, attention, hein, vous l'avez en avant-première. Donc, à la fin du troisième recueil, en fait, que je considère comme une errance, comme un voyage, j'ai décidé de faire un gigantesque poème avec plein de petits paragraphes, comme si en fait on avait plein de poèmes assemblés en un seul. Et donc en fait, je vais pas vous le lire en entier, puisqu'il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pages. Donc, puisque c'est plein de petits en fait. Hein. Bon alors, je pense que vous allez un peu capter l'idée de ce que je veux dire quand je dis un peu errance, désillusion, vagabond, blablabla. Alors, ça fait un moment que j'ai écrit, hein, je vous préviens. Hein. À l'heure du doute et du voyage, à l'heure du cœur et du sauvage, à l'heure où la terre passe et tourne, à l'heure où l'aiguille ne sait plus comment l'on s'arrête, à l'heure où fleurissent les poètes, c'est bien là que nous sommes. Y en a-t-il trop? Pas assez. Après tout, qui suis-je pour en juger, moi, petit poète d'à peine 20 ans, petit être qui fait son chemin par ici? Et ce que je sais, c'est que je vais. Je suis sur cette autoroute où l'on n'allait pas, et je cherche parmi les ronces un autre chemin. Mon cœur s'en est allé avec mes chaussures, parti amoureux d'une aventure que je n'ai pas su lui offrir. Et me voilà va-nu-pieds sur le sol dur, le chassant dans chaque soupir. Oh, se battre un soir, et l'épée à la main, dans l'arène aux draps dorés, sous le regard de l'aigle noir affamé, repartir sur le chemin de demain, sans avoir été attaché au rocher, car aujourd'hui je ne serai pas Prométhée, un petit sac sonnant sous le bras, jusqu'au lieu du prochain combat. Et errer ne peut guère plus être comme avant, au temps des grandes étendues,
de ces hommes qui n'avaient guère plus d'espoir que dans leurs pieds, un long voyage à dos de cheval. Ce n'est maintenant plus qu'une éternelle pensée de soi-même, sans cesse recommencer, jusqu'à trouver ce que je n'ai toujours pas trouvé. En me baladant dans les rues, où les lanternes jaunes sont suspendues, au bout de longues tiges peintes en sombre, et où l'herbe immobile épingle les ombres, je suis passé devant la mairie. Il y avait un mariage. Mais assez parlé de ça. Dans la rue, les travaux avaient creusé des lézardes dans les murs. Bref. Ah oui, c'est là, je l'aime bien. Il y a un petit paragraphe qui est là. Parce que du coup, j'ai pas tous voulu lire. Hein. J'adore comment j'ai aucun respect pour ce que je lis et je fais des pauses et je dis n'importe quoi. Ça doit vous faire sortir du truc si jamais vous êtes rentré dedans. J'ai réussi à vous faire sortir, c'est trop génial. Et je me révèle chaque jour que je lis être un peu l'autre qui écrit. Je me découvre être chaque jour l'homme qui m'a précédé, tout en l'ayant toujours été. Je suis le premier à l'avoir été, avec d'autres avant moi. Je le suis indéniablement. Je l'étais avant même de le savoir. Ouais, en fait ça c'est lorsque je me suis rendu compte que j'écrivais les mêmes choses que des auteurs du 19e siècle et que j'avais les mêmes concepts. Et ça m'a saoulé. Non, c'est juste qu'en fait on est presque jamais le premier à penser à une chose, mais c'est pas pour autant que que notre pensée vaut moins, quoi. Voilà. Après, du coup, quand moi je le lis, je vois toutes les références parce que évidemment, bah, c'est moi qui l'ai écrit et puis bah, je l'écris avec mes schtroumpfs, vous voyez. Donc voilà. Bon, bref. J'espère que vous avez un peu aimé au moins quelques passages. Et donc, eh ben, je vais reposer ça de côté. Puis on va parler un peu de la poésie. Hein, parce que quand même... Oh, oh la guitariste. Mais que faites-vous ici encore? Mais que faites-vous à partager tout ça là, comme ça? Hein? Ah oui, il y a de belles phrases. Bon, ça va, ça me soulage. J'ai pas écrit que des cacahuètes. Ouh. Non mais c'est quoi ça, la guitariste? Je vais être obligé de te faire un monument. Genre là. Ah, tu vois, entre le chat et moi, il va y avoir écrit genre la guitariste. Je vais mettre une guitare. Je vais mettre une guitare. C'est une bonne idée ça, non? C'est pas une bonne idée ça? Je pense que, vous voyez, on peut organiser un truc comme ça, c'est pour les gens qui donnent des abonnements et tout. Genre mettre un truc qui passe dans le décor. Pour vous. Dédicace. Dédicace à vous. Oui, c'était très joli. Bon, bah ça va, ça me rassure. Alors, lorsque j'étais encore en prépa et un peu après et que je réfléchissais un peu à ce que j'écrivais, ce qui n'est plus le cas maintenant, une Gibson SG. D'accord, c'est noté. Ce sera ça et rien d'autre. Donc au moment où je pensais encore à ce que j'écrivais, ce qui n'est plus le cas parce que maintenant j'en ai plus rien à foutre. Mais un piano alors, ok, très bien. Et ben j'écrivais sur la poésie et j'essayais de la définir. Ben c'est pas facile, hein. Ben déjà, si vous commenciez par me dire ce que vous entendez par poésie, pendant que moi je vous lis ce que je fais, et après vous pourrez faire des remarques et on discutera. Moi je trouve que c'est pas mal comme idée. Alors, moi ce que j'avais écrit... Ok. Bon, maintenant je me relis et je fais ouais, d'accord si tu veux, mais c'est pas uniquement vrai pour la poésie. Alors, la poésie, c'est le genre où l'interprétation et le ressenti du lecteur sont indépendants de ceux de l'auteur. C'est un art de liberté, un art où chaque homme est libre avec lui-même. En gros, c'est un art où on se retrouve face à soi-même. Et c'est pour ça que d'ailleurs je suis relativement contre l'idée de vous lire des poèmes. Personnellement, je suis pas très chaud. Déjà, un, parce que j'aime pas ma voix, mais deux, parce qu'en fait, je trouve que ça je l'écris et j'aime bien cette phrase, c'est que pour moi, un poème, c'est un discours que l'on se lit, ou plutôt que l'on se murmure à soi-même. Donc, voilà. La poésie, elle est faite pour être entendue, elle est faite pour être comprise.
euh, mais comprise au plus profond de soi. Et donc, en fait, comme de toute façon chacun la lit et la comprend différemment, c'est pour ça que moi, personnellement, quand je lis un poème, je le murmure, enfin je le lis à voix haute, mais juste en murmurant. Parce que, alors soit parce que j'aime bien l'idée de murmure, soit parce que j'ai un peu honte que les autres m'entendent. Il lit ça pour vendre plus de bouquins en fait, mais non, pas du tout. On la lit dans notre tête à notre manière. Ouais. Donc on est d'accord hein, sur tous les commentaires que vous faites, que dans la poésie il y a quelque chose de très personnel qui se détache de l'auteur et qui est vraiment particulier à cette poésie, même si bien sûr dans les autres arts, il y a bien sûr une interprétation personnelle qui peut être faite, mais là c'est quand même un peu un level au-dessus dans le domaine de la poésie. Plus sérieusement, je suis d'accord, je pense que ce serait mieux de lire directement. Oh, merci. Et j'aime bien cette formule hein, de discours que l'on se lit à soi-même. Ah bah voilà, bah c'était ma prochaine citation, tiens. Citation de moi. La poésie est communication avec soi-même, un discours oral que l'on se fait à soi-même, des mots que l'on se lit à soi-même. Voilà. Merci Einstein. Stupide que j'ai été. Voilà. Alors, je ne lis pas trop de poésie, mais il y a sûrement moins de descriptions que dans d'autres genres. Ouais. Cela dit, c'est sûr qu'on peut pas dire que Zola c'est de la poésie. Enfin pour moi en tout cas, voilà. Cela dit, parce que lui, il est description naturaliste, réaliste à fond la caisse. Enfin bon, moi je pense pas, de toute façon c'était pas son but. Mais, mais je pense que dans certains poèmes, on peut trouver des descriptions. Par exemple, dans le troisième recueil, donc je vous ai lu un petit extrait là, il y a un poème que j'ai écrit. Alors, du coup, à savoir si c'est un poème ou pas, bien sûr, mais c'est la description d'une chambre. Voilà. La poésie, c'est un level au-dessus des autres arts. Traduction, les musiciens et les plasticiens, c'est trop des nuls. C'est toi qui l'as dit, hein. Moi, je n'ai rien dit. Moi, j'ai rien dit. Non, en vrai, non, c'est pas un art qui est au-dessus des autres. Je pense que l'art qui est... Non, c'est vrai que la poésie, dans le passé, c'était le plus noble de tous les arts, et actuellement, c'est un des arts les moins stylés, hein. Et je pense que ça repose en cela que, déjà pour moi, l'écriture, de manière générale, c'est l'art le plus imaginatif. Je m'explique. C'est-à-dire que c'est l'art qui déploie le plus notre imaginaire, dans le sens où, pour les autres arts, donc la musique, le cinéma, la peinture, etc., on a besoin d'un sens. Enfin, du moins, on utilise un sens. La musique, on écoute, la peinture, on voit, etc., etc. Alors que dans un roman, eh ben, il faut tout s'imaginer. C'est pas facile. Et en cela, justement, la poésie qui est écriture, en plus, elle cache un sens, elle cache un sens caché, merci Einstein. Enfin bon, elle a de la symbolique, etc. Elle a un message et une quête encore plus grande de ce genre de choses. Du coup, je pense que c'est aussi pour ça qu'on considérait que c'était le plus noble des arts. C'est une hypothèse. Après, j'ai lu un petit peu de Victor Hugo. Oui, je reste dans les classiques, ouais, mais bon. Mais je suis tombé sur de longs poèmes et on était assez guidé dans la lecture. On s'imagine bien la scène, ouais. Bah, c'est ce que je sais plus qui disait. Oh là là, je l'ai partagé en story il y a quelques semaines. Mais qui disait que voilà, la poésie, il me semble, hein, c'est une peinture. Ah, je sais plus. Poésie est une peinture et la peinture est une poésie. Un truc comme ça. Donc oui, ça dépend. Mais sur le principe, j'avais ça. Et l'art culinaire qui fait appel au goût, donc, ne fait pas partie des arts. Bah si, mais j'ai juste pas cité tous les arts.
Voilà, mais fait appel au goût, ouais. J'ai juste pas cité tous les arts. Après tout, on peut toujours aussi goûter une œuvre, hein. On peut manger le papier. D'ailleurs, c'est ça que je voulais dire, c'est pour ça que je suis relativement contre. Après, justement, c'est des avis personnels. Le. Ah, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez quand on prend un poème et qu'on joue sur sa forme ou sur son aspect. Parce qu'en lui ajoutant une caractéristique, on lui retire sa spécificité. C'est-à-dire que, par exemple, c'est Apollinaire qui fait, qui met des poèmes et en fait les mots, si vous voulez, ça dessine un personnage, une femme, etc. selon la façon dont ils sont agencés. Et je suis pas. En fait, je trouve que ça retire à la poésie son côté original en fait. C'est-à-dire que on va essayer d'empiéter sur le monde du dessin, etc. Pour ajouter quelque chose, mais finalement pour moi ça en enlève. Ben officiellement elle n'est pas dans la liste, hein. Ouais, mais nous on refait les listes, hein. Vous voyez, aujourd'hui on refait les définitions. Aujourd'hui on peut décider que la nature est poésie. Ce soir, tout est permis. Enfin presque, presque. C'est une sorte d'art plastique, l'art culinaire, exactement, parce que surtout, l'art culinaire existe, ok? Parce que ça, je vous dis ça parce que sinon, Blau, elle va me taper dessus quand on se verra. Euh, donc voilà. Qu'est-ce que j'avais écrit? Voilà. Dans un roman, on est appelé à devenir le personnage. Dans un poème, on est appelé à être soi-même. L'auteur n'intervient pas dans un poème. Il est autant lecteur que n'importe qui. Car un poème, ce n'est pas une histoire qu'on raconte. C'est le ressenti d'un instant, la sensibilité avant toute chose. Alors que dans un roman, le lecteur est guidé par l'auteur, dans un poème, le lecteur se guide et se découvre lui-même. Alors, vous êtes d'accord avec moi? Franchement, c'est pas mal hein, ce que j'ai écrit il y a quelques années. Ah, je me jette des fleurs comme ça, c'est un truc de fou, hein. Vous pouvez me taper dessus, hein. Je suis d'accord, merci. Non, j'entends que je vais te taper et ma connexion bug. Je n'ai aucune idée de pourquoi je dois te taper. Tant mieux, tout va bien, tout va bien. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai écrit d'autre sur la poésie? Blablabla. Blablabla. Ça, j'avais écrit ça parce que j'étais désespéré. Je le suis toujours autant, sachez-le. Puisque la poésie, c'est la gloire post-mortem. Aujourd'hui, la poésie, personne n'a envie, personne. Tout le monde s'en bat les couilles de la poésie. Hein, clairement, être poète aujourd'hui, ça marche pas. Après, est-ce qu'on se dit qu'on en fait pour en vivre? Je pense que à partir du moment où on a perdu l'illusion, on se dit ouais. Au début, tu sais, on commence, on se dit ouais, pourquoi pas. Et puis vite fait, on se dit non, mais je fais pas ça pour en vivre, hein. Mais non. Oh, moi, je fais ça pour amour de la poésie. Bah c'est vrai, en vrai, l'un n'exclut pas l'autre, hein, bien sûr, mais bon. Si je pouvais vivre de ma plume, je dirais pas non. Tout le monde s'en bat les couilles. C'est ça. Ah oui, oui. Oh, ça c'était très très bien. Alors j'ai une petite citation donc, qui n'est pas de moi, mais qui est de Zweig, donc l'auteur allemand du XXe siècle, que je vous recommande chaudement par ailleurs, hein, il est super. Achetez les éditions bilingues ou les éditions traduites, bien sûr, sauf pour les germanophones si vous voulez. Mais il écrit trop bien. D'ailleurs, si Potagoda t'es encore là et que tu lis, si t'as le temps de lire, il y a le joueur d'échecs de, de Zweig, justement. Hein. Alors, je vais écrire dans le chat, qui est genre juste une pépite. Hein. Au pire, tu viens me voir, moi t'as pas besoin de l'acheter, je te le prête. Hein. Ça se lit en une matinée, c'est trop bien.
et puis c'est Zweig. Hop. Et donc, Zweig nous dit la vraie mission du poète est de protéger et de défendre ce qui est universellement humain dans l'homme. Est-ce que c'est pas classe? Est-ce qu'on serait pas d'accord avec notre ami Zweig? Hein? Et ça aussi, en fait, j'en suis énormément inspiré pour tout ce qui est dans mes romans, etc. etc. Ceux qui ont lu, je pense, Le Fantôme Survivant se rendront compte, j'espère, que bah, y a une influence de 100%. Enfin après, je sais pas si c'est une influence, mais en tout cas, on pense pareil, quoi. Peut-être qu'il y a une influence. Etc. etc. Ah oui, ça j'avais trouvé ça drôle aussi, c'est toujours dans la même veine, hein, mais en poésie, je, entre guillemets, hein, est universel et la sensibilité est universelle. Par conséquent, la poésie, c'est l'écriture singulière de la vie de l'humanité. C'est, attention, attention, l'omnibiographie. C'est l'omnibiographie. Je viens de développer un concept, chers amis. Je ne suis pas sûr d'être d'accord, mais parce que je ne suis pas sûr d'avoir compris. Tu veux dire Zweig, Pali ou pas? Parce que si tu veux, je la relis. Hein. C'est profond, ouais. Mais c'est surtout très idéaliste et c'est pour ça que je suis 100% d'accord et 100% pour. D'ailleurs, si jamais t'as fait une de ces têtes, quelqu'un a fait une capture d'écran pour les mêmes. Faites comme bon vous semble. Je sais plus ce que je disais. Voilà, si quand la revue de littérature de la maison d'édition dans laquelle je suis sortira, et ben c'est le thème s'appelle l'élan. Et c'est moi qui ai donné le thème. Ce que j'ai dit, la littérature est un élan. J'ai des fleurs toute la soirée. Allons-y. Et donc j'ai écrit un texte dedans qui dit pourquoi je considère que la littérature est un élan. Et donc dedans, il y a de défendre ce qu'il y a d'humain en l'homme. Donc ça c'est ma formule, mais c'est le même principe. Hein. Donc, ça va parler des élans de caribou et des orignales. Ouais. Alors du coup je vais tous vous écrire la citation. Alors, la vraie mission du poète est de j'écris bien là, ouais, protéger et de défendre ce qui est. Non, j'ai dit ce qui est universellement humain dans l'homme. Petite correction et petite correction. Voilà. La vraie mission du poète est de protéger et de défendre ce qu'il y a d'universellement humain dans l'homme. Donc ce qui est universellement humain en l'homme, pardon. En gros, pour lui, le poète est engagé, hein, de manière générale, en fait. Lorsque vous vous lisez vous-même dans un poème, bah en fait, c'est ça, la mission du poète. C'est-à-dire que en écrivant, il vous communique sur vous-même. Et un poème, logiquement, normalement, c'est censé parler à tout le monde, donc universellement. Et donc, en écrivant, en vous faisant vous découvrir vous-même, il défend ce qu'il y a d'universellement humain dans l'homme. Et voilà, un petit tour d'esprit, et ça marche. C'est vrai, on peut vraiment expliquer tout et n'importe quoi. On pourrait très bien expliquer autre chose avec cette citation, hein, mais je pense que, au vu de notre discussion là, ça veut dire ça. Nous avons perdu Pali. Je pense que tu es aussi perdu que moi quand tu me racontes ton truc avec les étoiles et tout, tes liens de branches là. Je comprends rien.
Bon alors, est-ce qu'on continuerait pas et je vous lirai pas genre le magnifique petit poème d'Aragon, mon poème préféré, celui sur lequel j'ai versé une larme. Avant je vais moucher. Trop glamour. Oui, parce que sinon je vais vous lire le poème comme ça. Si, passons à Aragon, parfait. On peut expliquer tout et n'importe quoi, même des recettes de cuisine. Ok, je vais moucher, je vais réfléchir. Ah ah. Vous l'aviez pas vu venir, hein, cette scène. Je l'ai préparée exprès il y a genre longtemps, et donc c'était l'occasion de l'utiliser. Oh, c'est nouveau cet écran, mais quel scandale, hein. Il y a des cucurbitacées et pas de pommes. Ouais, je sais, c'était pour vous rendre tous jaloux. Or donc, parlons de cette phrase et rendons-la culinaire. En vrai, il y a juste à dire que le poète et que le cuisinier est un poète. Et justement, oh oui, oui, parce que figure-toi que tu n'as pas dit que on peut expliquer tout et n'importe quoi. Pas même la cuisine. Tu as dit même les recettes de cuisine, ce qui inclut la partie écrite. Ok? La partie écrite qui, logiquement, normalement, hein, se fait avec des tirets, donc des lignes organisées. Donc il y a une organisation qui n'est pas forcément métrique, mais une organisation du texte quand même. Euh, Et donc, le miam, c'est universel, on est d'accord, c'est nécessaire. Euh, Donc, la mission du poète, c'est-à-dire du cuisinier, puisque lui-même écrit sous forme organisée, est de défendre ce qui est universellement comestible, non, humain dans le comestible. Hein, dans l'homme, parce que de toute façon, tout le monde doit manger. Voilà. Voilà. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça fonctionne. J'ai entendu dire que les boissons fermentées, la bière au hasard, était universelle chez l'être humain. Oh punaise, t'es vraiment un littéraire. Je balance une bêtise pour le troll et tu trouves le moyen d'en faire une disserte sérieuse. Ah, mais non, mais. Ça, c'est parce qu'on m'a formaté. À l'époque, c'était marrant parce que je m'entraînais à faire des liens entre tout et n'importe quoi. Genre, par exemple, tu prends un livre et un radiateur. Et tu vois, parce que là, j'avais un livre et un radiateur. Et bah, tu fais des liens et tu fais une disserte entre le livre et le radiateur. Voilà. La chaleur d'un foyer, mais superficielle. Voilà. C'est pas ça? Justement, regardez. Les deux, vous avez donc le, le, le radiateur, je le touche là, coucou, donc qui est sensible, hein, bien sûr, tout comme le livre, hein, on peut le toucher, voilà. Mais donc, la chaleur qu'on ne peut pas toucher, comme les aventures qu'on ne peut pas toucher, et dont il faut s'imaginer, mais ici qu'on sent, enfin bref. Et donc, je pars en vrai, hein. Mais donc, le radiateur, sur cette musique, c'est trop drôle. Bref, il faut que j'arrête. Donc, ce radiateur qui chauffe et qui vous donne l'impression d'être vraiment chez vous, ce qui est le cas, bien sûr, vous êtes chez vous. C'est celui qui fait partie, qui vous donne ce chez vous. Parce que c'est vrai, quand il fait un peu froid, c'est pas ouf. Vous avez l'impression d'être cocooné grâce au radiateur. Cependant, ce n'est pas un véritable foyer. Ce n'est pas un feu qui brûle. Ça vous donne seulement l'impression. C'est du fake. C'est du fake. Et le livre, il vous projette dans une autre réalité,
tellement réel que parfois, comme dans le fantôme survivant, non, il vous projette dans une autre réalité qui pourrait être vraie, mais qui ne l'est pas forcément. Et qui joue sur le doute créé entre les deux. Qui joue sur le faux, finalement. Et donc, le livre, comme le radiateur, nous permettent je sais pas comment formuler ça. Le livre, comme le radiateur, induisent une fausse représentation de notre imagination. Sinon, Francis Ponge, ah non, mon horreur. Je déteste Francis Ponge. Pardon, je sais pas si tu l'aimes, mais je déteste ce type. Enfin, je déteste sa poésie. Lui, je le connais pas. Il ne défend pas. La seule raison qu'il a d'écrire sa recette, c'est de transmettre. Exactement. Le savoir, ça se partage, ça se transmet. Les deux chauffent, mais le livre, faut le brûler du coup. Allez. Mais la chaleur, c'est mesurable. Et alors? Selon Solzhenitsyn dans son discours de Stockholm de 1970, le livre est la mesure de l'humanité. Ah, je t'ai eu. Et c'est vrai. On en reparlera peut-être un jour. Donc Francis Ponge, blair, voilà. Alors faisons un lien entre une coulevrine et chercher un truc random tiré par les cheveux, une appli pour une banque en ligne. Ça c'est plus dur ça. Du reste, du coup, quel est le lien entre une chouette et une éponge? Non mais vous avez fini. Ce sont deux animaux. Ah oui, oups. Merci Blau, tu me secours. Donc une coulevrine et une application banque en ligne. Là j'avoue c'est dur. Là j'avoue c'est très dur. Je pense que on peut partir sur un truc comme ce que ça permet de faire. C'est-à-dire que dans les deux cas, c'est un moyen, jusque-là, rien de plus logique, d'arriver à des fins. Ok. Et je dirais même que l'un complète l'autre. Parce que l'application vous permet de, dans les deux cas, d'ailleurs, tuer votre adversaire à distance. Hein, puisque vous, le premier cas, vous le faites juste pas de vos propres mains. Voilà. et dans le deuxième cas, vous faites. Vous achetez le type qui fait le truc à la coulevrine. Et c'est ça, exactement, arriver à des fins. Bon, par contre, le problème, c'est que je suis pas très doué pour ça, dans le sens où je me perds dans mon truc. Ce sont deux objets de pouvoir dans les mains d'un homme. Exactement. Ah, c'est pas mal ça. Hein. Merci, Blau. Bref. Et si on lisait Aragon, là, hein? Vous n'avez pas fini. Sinon, vous allez me faire un lien entre le pommier et Croque-Mou. Et je sais le faire. C'est genre le serpent gardant le pommier qui s'enroule autour d'Ève et Adam, enfin l'arbre, le fruit du péché, et c'est également le dragon qu'Hercule doit vaincre dans le jardin des Hespérides. Allez hop, c'est bon. Donc après vous balancez sur le thème du bien, du mal, du fruit sacré, blablabla, ça c'est pas compliqué. Ce sont deux objets de pouvoir dans les mains d'un homme, ouais, genre tu pirates l'appli pour ruiner un gars et il finit par mourir de faim. Non, tu payes le type avec la coulevrine. Mais que tu contrôles qu'à moitié. Les deux sont des modes Twitch. Je suis très forte à ce jeu. Bon, c'est bon. Maintenant on va lire Aragon. Hein. Alors. Prenons une respiration profonde. Oh, ça aussi c'est un truc de Aragon. J'ai écrit un poème qui s'appelle
Je sais plus comment, mais en tout cas, à un moment, il y a Respiration profonde. C'est le titre d'un poème, enfin un extrait. Je pense que je l'ai pris inconsciemment dedans. Bon, faut que je tousse, faut que je boive, et après on commence Aragon. Mettez-vous dans le bain. Genre, pensez à quelque chose de triste. Bon alors, me revoilà. Je ne veux pas penser à ma propre tristesse, je veux celle d'Aragon. Ben non, puisque c'est de la poésie. Quoi qu'il arrive, tu auras la tienne. Moi, quand on me parle d'Aragon, j'ai directement les chansons de Jean Ferrat qui me viennent en tête. Et bah, c'est comme Staline qui a tué Prokofiev. Et bah voilà. Hein? Bon, ok, Jean Ferrat, c'est bien. Mais, c'est Aragon avant. Hmm. Faut faire un mème, vous savez, genre Staline a tué Prokofiev, Change My Mind. Et après, vous avez Jean Ferrat a tué Aragon, Change My Mind. Voilà. Voilà. Lisons ce poème et arrêtons avec cette bonne humeur, sinon on n'a jamais rien de triste dans ce poème. D'ailleurs, ce poème s'appelle Ce qu'il m'aura fallu de temps pour tout comprendre. C'est donc au début, ça doit être le deuxième. Voilà, c'est le deuxième poème de ce recueil. Et vous rendez compte que j'ai quand même versé une larme. J'ai mis une petite larme là, vous voyez, j'ai mis une petite larme. C'est le deuxième poème, donc quand même pas mal. Et en fait, je m'y suis pas mal reconnu pour le côté des illusions en fait. Bon, par contre, je vous préviens, il est un peu long. Hein, donc on va y passer un peu de temps. Le temps de le lire. Et j'espère que j'ai pas buté sur les mots. Quelle année? Du coup, la date de parution, c'est 1956. Mais le truc, c'est qu'en fait, dans ce deuxième poème, il repasse la quasi-totalité de sa vie, ou du moins les conclusions qu'il tire de sa vie. Bon alors. Ce qu'il m'aura fallu de temps pour tout comprendre. Je vois souvent mon ignorance en d'autres yeux. Je reconnais ma nuit, je reconnais ma cendre. Ce qu'à la fin j'ai su comment le faire entendre. Comment ce que je sais le dire de mon mieux. Parce que c'est très beau la jeunesse, sans doute, et qu'on emporte en soi tout d'abord le regret. Mais le fait de l'erreur et la descente aux soutes, c'est aussi la jeunesse à l'étoile des routes, et son lourd héritage et son noir lazaret. À cet instantané, ma vieille et jeune image, peut-être lirez-vous seulement mes 20 ans, regardez-le de près, et c'est un Moyen-Âge, une sorcellerie, un gâchis, un carnage, cette pitié d'un ciel toujours impénitent. Charlatan de soi-même, on juge obligatoire ce qu'un simple hasard vous a fait prononcer. Demain, ce n'est qu'un joug jeté, un sou jeté sur le comptoir. Ce qu'on peut à 20 ans se raconter d'histoire. Et l'avenir est tributaire du passé. On se croit libre alors qu'on imite. On fait l'homme. On veut dans cette énorme et plate singerie lire on ne sait trop quelle aventure à la gomme, quand bêtement tous les chemins mènent à Rome. Quand chacun de nos pas est par avance écrit. On va réinventer la vie et ses mystères, en leur donnant la métaphore pour pivot. On pense jeter bas le monde héréditaire par le vent d'une phrase ou celui d'un scooter. Nouvelles les amours avec des mots nouveaux. Nouveau ce Luna Park, où l'on suit l'ancien rite. Et les cris sont pareils au fond du toboggan. Allez, nous effeuillons toujours la marguerite. À quoi bon se vanter du mal dont on hérite? Le préjugé demeure, on l'appelle slogan.
Regardez les jeunes gens avec ce qu'ils traînent, la superstition qui s'attache à leurs pas, comme une branche morte, comme à la carême d'un bateau dématé, le chant de la sirène, contre quoi rien ne sert, boussole ni compas. Regardez ces jeunes gens, qu'est-ce qui les pousse, comme ça, vers les bancs de sable, les bas-fonds. Ils n'avaient après tout de neuf que la frimousse. Eux qui faisaient tantôt les pharaons, ils vont tous où les songes d'enfance à la fin se défont. Bon Dieu, regardez-vous, petits dans les miroirs, vous avez le cheveu désordre et l'œil perdu. Vous êtes prêts à tout obéir, tuer, croire, et comme vous, le siècle en a plein ses tiroirs. On vous solde à l'appel, et c'est fort bien vendu. Vous êtes de la chair à tout faire, une sorte de matériel courant de briques bon marché. Avec vous, pas besoin d'y aller de main morte. Vous êtes ce manger que les corbeaux emportent, et vos rêves, les loups n'en font qu'une bouchée. Quand je pense à ce qu'ils disaient avant l'épreuve, la superbe, l'éclat, les refus claironnés, cette candeur de feu, cette exigence neuve, pile ou face à tout bout de champ, qu'il vente ou pleuve, pour un oui, pour un non, toute la destinée. Et puis je les rencontre, après les ans d'orage, dans cette face éteinte où flambe le défi. Qu'ont-ils faim, qu'ont-ils fui, quels affronts, quels outrages, pour tomber dans quel gouffre et subir quel naufrage? Quelle fin leur a fait cette biographie? Il y en a qui font semblant par habitude, ils ont la bouche impie et le geste insurgé. Leur doute est devenu doucement certitude. Ils sont les habitants de leurs inquiétudes. Si l'on s'en tient aux mots, pour eux rien n'est changé. Il y en a d'assis sans vergogne à la table, la fourchette à la main pour attendre le plat. Il y en a de tout simplement lamentables, qui tendent leur casquette aux âmes charitables. Où sont les papillons que l'histoire brûla? Où sont les regards purs? Où sont les neiges? Où sont les illusions, les cœurs intransigeants? Cet air qui me revient jadis, le fredonneige. Seuls les fers ont marqué le sable du manège. Les chevaux au dehors suivirent d'autres gens. Il n'est plus rien resté de nos fontaines vives. La rouille a recouvert la lampe d'Aladin. On a laissé le vent disperser la lessive. Toute chose a perdu sa lumière excessive. On a rôti le rêve et loti le jardin. Je ne sais trop comment l'on prendra ma plainte, ni si l'on saura voir dans cette passion l'homme à la fin sorti de l'ancien labyrinthe, et par-delà l'objet restreint des scènes peintes, le recommencement des générations. Je ne sais trop comment l'on prendra ce poème. Peut-être va-t-on croire à la banalité du vieil homme tournant ses regards sur lui-même, à qui ces jeunes ans semblent Jérusalem, qui reproche au ciel un messie avorté. Il ne m'étonnerait nullement que l'on dise que j'ai la nostalgie absurde d'autrefois, que subsiste en mon cœur l'amour de ces sottises, l'obscurité d'alors, que je l'idéalise, et que secrètement je lui garde ma foi. J'ai quelque lassitude. Est-ce l'heure, est-ce l'âge, à faire ce qu'il faut pour être bien compris? Car il ne suffit pas de soigner ces images et de serrer de près le sens dans le langage. Il faut compter avec les sourds, les ahuris. Il faut compter avec ceux-là que tout installe dans l'idée a priori qu'ils se font de vous. J'écris. Je suis le bœuf qu'on expose à l'étal, et mon cœur débité d'une poigne brutale. Quand il est en morceaux, les gens le désavouent. Ils pensent que, comme eux, mesquinement, je pense. Ce que je dis pour eux, je le dis pour les faits. Ils ne peuvent m'imaginer qu'à leur semblance, ils n'ont à me prêter que leur propre indigence. Ils en sont prodigieusement satisfaits. Moi je forme en ma bouche, et ma tête sonore, un vers qui s'en arrachera comme un sanglot. Ils me prendront au mieux pour un triste ténor. Je donne mon sang rouge à quelqu'un que j'ignore, et pour lui, ce ne sera jamais que de l'eau. Fin.
Bon, désolé pour la lecture un peu bâclée et la voix bof. La voix bof, par moment. Et de n'avoir pu y mettre toute mon âme. Mais je trouve que c'est quand même trop beau comme poème. Mais c'est horrible, mais on peut y faire quelque chose. Eh ben non, c'est la vie. J'espère que vous pleurez tous. Non, je rigole. Mais dites-moi ce que vous en avez pensé là, tous un peu, s'il vous plaît. Je veux dire pas de ma lecture, parce qu'elle était horrible, ou elle était comme ça, mais du poème en soi. Je trouve que waouh. Et pour moi, c'est mon poème préféré de ce recueil, mais il y en a des tonnes de super quoi. Oups, fait tomber un truc. Dites-moi si vous avez pas aimé aussi, hein. Genre si vous êtes en mode bof, ok? Je veux savoir. Euh... T'inquiète, je suis de très bonne humeur ce soir. C'est parfait. C'est parce que tu as mangé des pommes. C'est pour ça. Euh, Donc ouais, pour moi c'est un poème qui me touche beaucoup. Si, j'ai aimé. Ok. Les autres alors, dites-moi. On veut savoir. Euh, Il y a beaucoup de choses. Bon après, je peux vous balancer ma vie. Mais c'est vrai que euh, ce poème m'évoque énormément de choses. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a énormément de désillusions dans ce poème. Euh, Dans le troisième millénaire, il y a un- pardon, il y a un chapitre qui commence, enfin dont le titre est ce qu'il m'aura fallu de temps pour tout comprendre. Euh, oui, ça je l'ai bien senti la désillusion. Bon, ça c'est parfait, c'est parfait. C'était, je pense, le but de ce poème. Et il y a toutes ces choses aussi, et le fait que dans la jeunesse on est fougueux, et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, sur le fait que voilà, il était à fond dans son idéal communiste, dans le sens où, bah, théoriquement, c'est pas dénué de principe le communisme, mais dans la pratique, c'est un peu chaud, quoi. Euh, et c'est à peu près ça, je pense qu'en fait, on a tous, c'est que on, on a des idéaux, on les perd, on est désillusionné, et ça craint, mais c'est la vie. Mais justement, ce que j'essaie de faire dans mes écrits, ou du moins dans mes romans, c'est que, au-delà de ça, ils en sont conscients, mes personnages, que c'est des idéaux, et que des idéaux, par définition, ça ne s'atteint pas, en fait, des idéaux. Euh, Ils le savent, donc ils sont désillusionnés quelque part. Mais ils se battent quand même pour ça. Et ça, c'est trop beau. C'est vrai, je trouve que c'est un peu Cyrano, vous voyez, c'est un peu la classe, c'est le panache, même si on sait que de toute façon, on va tous mourir. Mais dans l'idée, on a juste choisi de se battre pour quelque chose qu'on n'atteindra jamais. Même si on le sait. Et la plupart des gens vont dire, mais pourquoi tu le fais? Parce que puisque ça n'arrivera jamais, pourquoi tu le fais? Eh ben ça s'appelle un idéal, ça s'appelle un rêve, cher ami. Et c'est ce qui nous emmène vers l'avant, c'est ce en quoi on croit, c'est ce qui nous emmènera toujours vers l'avant. Même si on l'atteint pas, c'est ce qui nous fait progresser. Maintenant, surtout ne parlons pas du capitalisme, hein. Parce qu'en soi, un capitalisme, ça repose sur le fait que les ressources sont infinies. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais vous voyez le lien? Vous voyez le lien? Ça marche pour tout, hein. Ça marche pour tous les concepts, hein. Non, bon.
Tout est chaos à côté, tous mes idéaux, des mots abîmés. Je cherche. Je connais pas cette chanson, désolé. Hein. Je ne l'ai pas. Je cherche une âme qui pourra m'aider. Je suis une génération désenchantée, désenchantée. Là, je t'avoue, j'ai pas la ref. Michel pas la ref. Pardon. Désolé pour la ref pourrie, je sors. Bah, du coup, comme je l'ai pas, ce sera aux autres. De te dire au revoir. Mais non, voilà, sur le principe, c'est ça. Je sais plus ce que j'avais écrit à un moment. Sur le fait qu'en fait, quand on a des idéaux, les gens sont en mode «Ah, mais qu'est-ce qu'il est innocent ce type en fait, il n'a pas capté la réalité des choses, la réalité ne l'a pas encore frappé de son plein fouet, il est encore trop idéaliste». Mais non, mais non, j'ai une immense conscience de la réalité des faits. Je l'ai pris en pleine poire, la réalité des faits, mais j'ai choisi volontairement de me faire souffrir. J'ai choisi volontairement de poursuivre cet idéal. Parce que je trouve que c'est juste et que c'est quelque chose en quoi faut se battre. Point barre. Et maintenant, t'arrêtes de considérer, de me dénigrer d'un air, oh, il est tellement innocent. J'ai vécu tellement plus de choses que lui, t'es pas prêt à comprendre. Ah ok, ça sent grave le vécu, mais ouais, je vous jure, les gens qui pensent comme ça m'énerve. Je ne l'ai pas non plus, on est trop jeune. La désillusion Ah non, la ref. Oh, t'es en train de dire qu'Anishka elle est vieille? Pardon. Bon. Sur ce, tiens cadeau la ref, bah j'irai voir après. Et si nos idéaux nous font souffrir par leur impossibilité, et s'ils font souffrir les autres? Tu veux dire si nos idéaux font souffrir les autres? Oh, la geste oubliée, salut, t'arrives en retard. Oh, déjà, t'es là, c'est déjà ultra cool, hein. On parlait de la poursuite de l'idéal, voilà, pour tout te dire. Donc s'ils font souffrir les autres, oui, non mais à ce moment-là, faut arrêter, faut arrêter. C'est vrai que l'idéal capitaliste, c'est pas forcément le meilleur idéal qu'il faut suivre, hein. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est dangereux, hein. C'est exactement d'ailleurs la chose que je poursuis dans mon roman, Le fantôme survivant, qui est genre juste là. J'adore, mais je... Non, c'est vrai, c'est une question qu'il faut se poser, c'est-à-dire dans quelle mesure on doit... jusqu'à où on doit pousser son idéal pour qu'il se réalise. C'est-à-dire, doit-on aller jusqu'à faire justice par soi-même, justement, pour poursuivre cet idéal et donc influencer sur les autres? Et dans quelle mesure on peut dire que c'est juste, puisqu'on a quand même qu'une notre seule façon de voir les choses, étant donné que c'est un idéal, c'est forcément un extrême, qu'on a choisi de suivre parce qu'au bout d'un moment, on est obligé de prendre parti, parce que finalement, à essayer d'observer tous les partis qui existent, bah en fait, on est simplement passif. Et si on veut s'engager dans ce monde, bah on est obligé de prendre parti, on est obligé de... Enfin, on n'est pas forcément obligé de tomber dans l'excès, mais on est obligé de choisir un camp tout en sachant que l'autre possibilité existe. Et que l'autre n'a pas forcément tort. Mais il faut choisir son camp, on est obligé. C'est triste, hein. C'est pour ça que je suis historien. Je regarde de loin, je suis en mode regardez, c'est les faits ça c'est les faits. Bon après il y a l'interprétation, mais bon. Mais il paraît que cette chanson est revenue vite fait à la mode pendant les confinements. Ah, d'accord. Bon. Bon bah écoutez, du coup il est 21h03. Alors, si vous voulez, je peux encore vous lire un de mes propres poèmes. Sinon on clôt la séance là, puisque bah il est l'or. Et puis il y a tous ceux qui vont aller au live Twitch de la Geste Oubliée ce soir, qui voudraient peut-être manger, ou qui ont mangé devant le live. Ce serait un super honneur que vous ayez mangé pendant mon live, sauf si évidemment vous êtes en famille du coup. Voilà. Donc dites-moi, est-ce que vous voulez un dernier poète ou on arrête là? De toute façon, les réflexions ont été assez profondes, je pense, pendant ce live. Mais j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir partager avec vous mon point de vue. J'avoue que vous étiez tous en mode oui, t'as raison.
Vous n'avez pas trop discuté. Mais c'est vrai que c'est pas facile de discuter de ça comme ça en live. Enfin, moi qui parle et qui du coup est un flux un peu plus important que le vôtre par message. Mais donc voilà. Hmm. Je pense que c'était un bon live. Voilà. J'espère que c'était chouette. Bon, sur ce, et ben c'est le moment de se quitter. C'est chouette. Donc, pour rappel, lundi prochain, on reprend Dragon Age Inquisition et on va enfin parler de parce qu'en fait j'avais prévu de le faire aujourd'hui, mais on le ferait pas. Ça avait pas de sens de le faire aujourd'hui. Ça a beaucoup plus de sens de le faire lundi. On parlera de ça. Donc l'illustratrice Pauline Massin qui fait ses illustrations et qui les vend, très chers amis, et que donc on va parler de ça. Je vais lui faire un petit coup de promo parce qu'elle le mérite et c'est quelqu'un de super. Voilà. Et ensuite, on passera sur Dragon Age Inquisition. Ensuite, le jeudi, on aura rendez-vous avec un historien spécialiste des croisades en Terre Sainte et qui nous présentera aussi la revue Actuel Moyen-Âge. Si vous ne connaissez pas, eh ben, je vous mettrai les liens en description et de toute façon, vous tapez simplement Actuel Moyen-Âge sur à peu près tous les réseaux. Enfin, non, sur Twitter et sur Instagram, il me semble. Et puis sinon sur Internet, de toute façon, là ils ont publié un article sur quoi? Sur Mariupol et les sièges de villes à l'époque médiévale. Voilà. Ils ont publié cet article aujourd'hui, là, tout à l'heure. Donc j'ai pas encore lu, mais je pense que je vais aller le voir. Voilà. Hmm. Bon. Ceci étant fait, j'espère que ce soir ça vous a plu. Qu'on a bien échangé sur tout ça, que vous kiffez Aragon autant que moi. Et puis on se dit à lundi prochain, ou alors sur le Discord, sur les réseaux et tout et tout. Voilà. Alors, c'était sympa, un peu de poésie, très chouette, bon très bien, content. Dans ce cas, je vous dis aussi sur le live de la GSoubli, hein, aussi. Bon bref, alors, je vous dis à tous ces endroits-là, et puis surtout à lundi, et surtout n'oubliez pas que le savoir, ça se partage.